Il y a un temps pour tout. Le temps des informations, c'est maintenant. Près d'un mois après les manifestations de janvier contre le projet de loi électorale, les 2 policiers tués lors de ces événements ont été inhumés ce samedi et l'activiste des droits de l'homme Christopher Ngouyi, arrêté le 21 janvier dernier, est placé sous mandat d'arrêt provisoire à la prison centrale de Makala depuis vendredi. On a beaucoup parlé de lui ces derniers temps. Le député national Francis Kalombo annonce qu'il rentre bientôt au pays. C'est l'invité de la rédaction et le maintien en détention de Jean-Claude Mouyambo préoccupe le président de l'ONG ACAJ, Georges Kapiamba, est également invité de la rédaction. Des réactions sur le calendrier électoral publié par la CENI. À l'UDPS, le conseiller politique de Tiens Tshisekedi, Valentin Moubaké, juge que les différentes dates qui sont retenues pour l'accomplissement de certaines tâches sont fantaisistes. Après annonce de la suspension de l'aide de la MONUSCO aux opérations contre les rebelles rwandais FDLR, la coordination de la société civile de Walikale demande à la mission onusienne de revoir sa décision. Réaction à suivre dans ce journal du président de la société civile de Walikale. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Partout au monde, bonjour ou bonsoir, selon l'heure de là où vous nous écoutez. Merci d'être à l'écoute. Les policiers morts lors des manifestations du 19 au 21 janvier inhumés ce samedi. Il s'agit de 2 éléments de la police. Une cérémonie d'hommage aux policiers décédés a été organisée à l'inspection générale de la police. C'était en présence du vice-premier ministre en charge de la sécurité et de l'intérieur, Gino Rehema, pour explication. À l'inspection générale de la police, où la cérémonie mortuaire a été organisée, un culte a été célébré suivi de la prise de parole par les commissaires généraux adjoints chargés de la police administrative. L'occasion pour le général Raoussi Chaloué de rappeler à ce sujet son implication dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Je vous assure une chose, autant je veillerai et je plaiderai pour l'amélioration de nos conditions de travail, autant je veillerai strictement pour mettre hors d'état de nuit les brebis galeuses parmi nous. Nous sommes une institution pour la sécurisation des personnes et de leurs biens, une institution de sauvegarde de la pratique démocratique. Les autres instances de notre pays s'en souvenir et doter la police nationale congolaise des moyens conséquents en vue de lui permettre de continuer à assurer l'ordre public dans la société. Une cérémonie d'honneur digne de son nom rendue à ces éléments de la police, cérémonie à laquelle a préparé le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le professeur Évariste Bouchab. À vous, Brigadier Baratoleti et Kalenga Katansi, dont l'état de service et le sacrifice vous ont mérité la citation, l'honneur et la reconnaissance de la patrie. Vous avez respecté votre serment et votre sang n'aura pas été versé pour rien. C'est pourquoi nous avons tenu, au nom du gouvernement de la République, à saluer votre mémoire pour que plus jamais ceci n'arrive. Les policiers sont là pour protéger les personnes et leurs biens et non des cibles idéales pour les ennemis de la paix. Avant de rejoindre leur dernière demeure, les policiers Kalenga Kadanjila et Bala Tolediko ont été respectivement nommés à titre posthume au grade de brigadier et de brigadier chef. Les 2 policiers inhumés, mais l'activiste des droits de l'homme, Christopher Ngouyi, lui, est passé vendredi en chambre du conseil. Il est placé sous mandat d'arrêt provisoire à la prison centrale de Makala. D'après son avocat, maître Jean-Marie Kabengela, il se pose dans ce dossier un problème de fait réellement posé. Il n'y a pas de charge comme tel selon la loi ou selon le droit. Il y a un montage de plusieurs dénominations d'infractions pour justifier les tortures que notre client a subies et qu'il a continué à subir au niveau du parquet, maintenant devant le juge. Mais en fait, il n'y a rien comme fait. Quand on parle d'infraction, il y a problème de fait réellement posé par un individu, ce qui ne semble pas être le cas dans l'espèce de notre client. Vous dites qu'il a subi des tortures, mais on l'a vu marcher convenablement le jour où il a été présenté. Vous ne pensez pas qu'il pourrait être condamné à mort avec certaines infractions comme incendie, pillage? Condamné à mort, le régime nous a habitués à des condamnations, à des tortures. Je vous dis que vendredi, il n'a pas pu se tenir debout pendant 2 heures lorsqu'il était passé en chambre du conseil. Ce n'est pas la condamnation à mort ou à la condamnation parce que l'objectif du système en place que nous connaissons, c'est de faire taire toute opinion contraire à la pensée unique qui est en train d'être véhiculée. Le problème, c'est que par
pendant plus de 20 jours, il a été gardé au secret sans qu'il ait accès à sa famille et à ses avocats. Et on lui a servi le repas que ni le conseil ni la famille ne contrôlaient. On lui a administré des médicaments sans prescription de son médecin. Alors tout ça, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé réellement sur le corps. Parce que vendredi, lorsqu'on le présentait en chambre du conseil, il a subi un malaise. Il n'a pas su tenir debout. Donc il y a ces soucis-là. Ceux qui l'ont gardé pendant plus de 20 jours, qui lui donnaient à manger, qui lui donnaient des médicaments, doivent répondre de ce fait. Maître Jean-Marie Kabengela, joint par Cyril Milandou, notait que Christopher Ngoï Moutamba a été arrêté le 21 janvier dernier après les manifestations survenues à Kinshasa. La police lui reproche d'avoir commis une dizaine d'infractions, notamment le pillage et incendie volontaire. Agitation à l'UDPS de Tiens Tshisekedi, un document selon lequel le secrétaire général Bruno Mavungu était désavoué crée un flou au sein de cette formation politique de l'opposition. Mais selon le chargé de communication adjoint de l'UDPS, Bruno Mavungu est toujours à son poste. Augustin Kabouya rassure que le secrétaire général s'est entretenu au téléphone avec Étienne Tshisekedi sur le calendrier électoral publié par la CENI. Je pense que la personne qui vous a fourni cette information est un menteur qui manque à dire auprès des organes de la presse. M. Bruno Mavungu est le secrétaire général du UDPS. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que hier, nous étions en réunion. Après la réunion, il a reçu un coup de fil du président de CNTC pour lui donner des instructions en rapport avec le nouveau calendrier publié par M. Marou et son bureau. Donc le vent du désaveu est bien passé loin de Bruno Mavungu au sein de l'UDPS. Non, il y a des gens qui pensent à certaines choses, qui s'imaginent que certaines choses qui ne peuvent pas être en réalité. C'est M. Mavungu est secrétaire général de l'UDPS. Et je précise encore, même à l'arrivée de M. Félix qui venait à cette arrivée, il n'a rien dit à ce sujet. Parce que la guerre qui existe maintenant au sein de l'UDPS, c'est une guerre de succession. Président Tshisekedi, une succession biologique peut-être. Non, une guerre de succession au sein de l'UDPS. Je pense que ce que M. Albert Moudeka a déclaré sur vos antennes dernièrement, ce n'est qu'un point de vue. Je précise que M. Mavungu n'est pas dessus. M. Mavungu est secrétaire général de l'UDPS. Augustin Kabouya au téléphone de Pascal Kapalaï. Et depuis quelque temps, les déclarations croisées des cadres de l'UDPS laissent penser à une guerre de succession à la tête de ce parti. Mais pour le conseiller politique de Tiens Tshisekedi, il n'y a pas de guerre de succession. Valentin Moubaké prédit la victoire du leader de l'UDPS aux prochaines élections présidentielles, malgré son âge et son état de santé. Je vous rappelle que M. Tshisekedi a 82 ans. Et avec tout ce qu'il a subi physiquement et moralement, il est en droit, physiquement, de faiblir de temps en temps. Et il est tombé malade. Mais il est en train de recouvrer sa santé, il va mieux. Donc, il n'y a pas de guerre de succession envisageable en ce moment. Il n'y a pas donc, comme conséquence, un ordre dispersé dans cette lutte-là. Parce que le chef, le commandant est là. Maintenant, si parmi nous, vous faites certainement allusion aux députés qui nous ont quittés. Mais vous savez, la force de l'UDPS, c'est quoi? Et particulièrement de M. Tshisekedi. C'est d'avoir ramené l'UDPS au niveau de la base. L'UDPS n'est pas un musique. Vous pouvez voir les combattants de l'UDPS. Allez au siège de l'UDPS tous les jours. Mais je ne veux pas citer les partis politiques ici pour lesquels vous ne connaîtrez jamais leurs combattants. Ce sont des clubs d'amis. Si vous voulez savoir maintenant, est-ce que Tshisekedi sera candidat en 2016? Je vous dis, Tshisekedi sur une chaise roulante. Tshisekedi dans une salle d'urgence, dans un hôpital. Il battrait n'importe quel coup. Aux élections présidentielles. Le calendrier électoral publié jeudi dernier par la CENI est analysé dans toutes les formations politiques. À l'UDPS, le conseiller politique de Tiens Tshisekedi estime qu'il y a risque de glissement avec ce calendrier. Valentin Moubaké s'est exprimé samedi à Kinshasa. Il juge que les différentes dates qui sont retenues pour l'accomplissement de certaines tâches sont fantaisistes. Valentin Moubaké. Ce document contient dans sa première partie un chronogramme de 151 tâches et dans sa deuxième partie 23 contraintes externes qui pèsent sur la CENI pour l'organisation des élections. La date est retenue pour l'élection présidentielle, à savoir le 27 novembre 2016, tâche numéro 133 dans ce calendrier. Viol
l'article 73 de la Constitution. Pour le cas d'espèce, Kabila ayant prêté serment le 20 décembre 2011, les 90 jours avant la fin de son mandat tombent le 21 septembre 2016. Les dates retenues pour l'accomplissement des tâches sont fantaisistes, comme l'indiquent les tâches 4 et 11 par exemple. Il en est de même de la tâche numéro 9, relative à l'audit du fichier électoral, dont la durée d'exécution de 20 jours est sous-estimée. La nouvelle loi électorale, en effet, confie à la CENI le plein pouvoir d'organiser les élections précitées sur base de données relatives aux opérations d'enrôlement des électeurs stockées dans l'ancien fichier électoral de 2011. Or, ce fichier, vous vous en rappellerez, contient plus de 9,8 millions de blocs. Le glissement du calendrier électoral, tant redouté, est toujours d'actualité. Valentin Moubaké, conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. Quelques réactions en province. Au Nord Kivu, la société civile de Béni salue le calendrier électoral publié par la CENI. Pour son président, pasteur Gilbert Kambalé, il y a plusieurs défis qui doivent être relevés. Publier un calendrier est une chose et respecter les dates en est une autre, déclare Gilbert Kambalé. D'abord, en premier lieu, c'est un sentiment de satisfaction parce qu'on attendait vraiment de tout cœur ce calendrier. Et maintenant, comme c'est sorti, nous attendons la concrétisation parce qu'il y a publié un calendrier est une chose et la réalisation en est une autre. Mais nous avons confiance que ça sera réalisé si le gouvernement fait sa part et même la communauté internationale aussi parce que doit donner un appui logistique. Par rapport à notre situation de sécurité, nous demandons au gouvernement congolais de mettre fin à cette tuerie et à toute la tracasserie à travers le Grand Nord Kivu, parce qu'avec les derniers ateliers sur le dialogue social, nous avions donné des recommandations qui jusque-là n'ont pas encore obtenu des réponses satisfaisantes de notre part. Voilà ce que nous attendons de ce calendrier et du gouvernement congolais et de la communauté internationale. Et dans la province du Katanga, la société civile qualifie le calendrier électoral d'indigeste. Pour maître Timothée Mbouya, la CENI a surestimé le coût total des élections. Selon le team leader de la société civile du Katanga, il faudrait procéder à la contre-expertise pour réévaluer le montant total des opérations électorales. De manière générale, la population du Katanga et de la RDC apprécie la publication de ce calendrier électoral, mais nous disons aussi que ce calendrier-là semble lui paraît vraiment indigeste pour la bonne et simple raison que plusieurs opérations électorales ont été prévues dans un temps relativement court, ce qui risquerait que ce calendrier-là ne soit pas totalement mis en œuvre, d'une part. De l'autre part, pour nous, la CENI a surestimé les montants totaux qui devra être affecté au financement de ces élections, parce qu'on parle déjà d'une enveloppe de plus ou moins 1,4 milliard de dollars américains à mobiliser cette année ainsi que l'année prochaine. Donc en réalité, ce serait une tâche presque impossible parce que mobiliser 1,4 milliard de dollars alors que le processus électoral est déjà en marche ne serait pas facile. Pour nous, il devrait être fait une contre-expertise pour essayer de réévaluer le coût total de ces élections et extirper de ce calendrier électoral des mentions ou, si vous voulez, des opérations qui l'encombrent pour rien. Nous, au niveau de la société civile, nous sommes en train de réfléchir sur la possibilité d'organiser les élections qui sont les plus importantes. Ici, on parle des élections présidentielles et des élections législatives, mais je crois que ce sont ces élections-là qui poseraient problème si elles ne sont pas organisées. Et donc, pour nous, pour contourner tous les obstacles que je viens d'évoquer tantôt, il pourrait être sérieusement envisageable d'organiser simplement les élections présidentielles et les législatives. Des propos recueillis par Cyril Milandou. 48 heures après publication du calendrier électoral, les regroupements politiques et groupes parlementaires de l'opposition, mais aussi les organisations de la société civile se sont exprimés. Et ces groupes jugent que ce calendrier des élections publié par la CENI viole la Constitution pour les scrutins prévus en 2015. Détail, Walter Couille. Les partis politiques, regroupements politiques et groupes parlementaires de l'opposition ainsi que des organisations de la société civile de la diaspora ont jugé le calendrier tel que publié par la CENI non consensuel
irréaliste, incohérent, hypothétique et inconstitutionnel. Selon eux, la CENI que détentrice du pouvoir légal d'arrêter le calendrier électoral aurait dû, pour bien faire les choses, consulter les acteurs politiques issus de la société civile à cet effet afin de rechercher un minimum de consensus. Le caractère irréaliste selon eux de ce calendrier ressort notamment du nombre élevé de contraintes externes liées par la CENI et internes liées à l'organisation des élections. L'incohérence de ce calendrier, ajoute-t-il, est notamment donnée par le fait que les élections locales, municipales et urbaines ainsi que provinciales doivent avoir lieu le même jour, alors que les opérations préparatoires sont décalées. De ce fait, les questions liées à l'opérationnalité et au chevauchement des opérations électorales rendraient les calendriers irréalisables. L'opposition ainsi que tous ceux qui se sont réunis aujourd'hui jugent ce calendrier inconstitutionnel dans la mesure où ce calendrier n'a pas prévu l'enrôlement de nouveaux majeurs pour les élections de 2015. Il viole ainsi l'article 5 de la Constitution en son alinéa 4, excluant du processus électoral les Congolais qui ont atteint l'âge de 18 ans. C'est une situation inadmissible, insiste-t-il, qui doit être corrigée par l'organisation d'une nouvelle opération d'identification et d'enrôlement de tous les électeurs, ce qui permettra de tourner définitivement deux au fichier de 2011. Suspension de l'aide de la MONUSCO aux opérations contre les rebelles rwandais FDLR à Walikale, au Nord Kivu, où on attendait impatiemment ces opérations. On s'est dit déçu. La coordination de la société civile de Walikale demande à la mission onusienne de revoir sa décision. Blaise Cheke est président de la société civile de Walikale. C'est vrai qu'on entendait juste l'enclenchement de l'opération, mais jusqu'aujourd'hui, on n'assiste à aucun événement parce que il n'y a pas une opération jusque-là déclenchée contre les FDLR. Seulement, on est en train d'assister au discours de la MONUSCO. Elle ne peut pas appuyer les FARDC, faute de quelques deux généraux qui sont cités sur le rapport des Nations Unies, comme quoi ils ont des dossiers louches. Nous, du côté sont en déplacement, certains vers le bureau, d'autres vers le groupement WhatsApp. Et tout ça, ça nous crée vraiment une grande désolation. Est-ce qu'après cette annonce, la société civile ou la population est déçue ou découragée? La population ne sait pas dans quel sens se vouer, mais au moins, nous aurions souhaité que la MONUSCO puisse un peu revoir sa décision, parce que à cause d'un individu ou de deux individus, la communauté internationale ne peut pas sacrifier toute une communauté. Blaise Cheke au téléphone de Cynthia Lusamba. Le gouverneur du Nord Kivu est rentré vendredi à Goma après 19 jours passés dans les territoires de Beni. Julien Paluku s'était installé pendant ce temps à Beni pour s'imprégner de la situation sécuritaire après des massacres répétitifs contre les populations civiles dans cette partie de la province. Il confirme que les forces armées de la RDC ont toujours les dessus sur les ADF et demande que les caps soient maintenus. Naufrage survenu jeudi à Kwamut dans la province du Bandundu. 7 corps seulement ont été repêchés. C'est ce que rapporte le chargé de communication du gouverneur de cette province. Pour Jean-Christophe Malela, il y aurait 42 rescapés, mais il est difficile à ce stade de faire un bilan exact parce que le manifeste est introuvable. Nous sommes dans l'incapacité de vous donner les bilans exacts. Pourquoi? Parce que l'armateur de la baleinière est sorti avec tous les documents de bord. Mais dans ces documents, il n'y a pas les manifestes. Parce que les manifestes, c'est les documents qui peuvent nous indiquer qu'il y avait combien de personnes exactement dans l'embarcation. Mais jusque-là, les témoins nous disent qu'il y avait plus de 150 personnes. Mais nous avons vu avec nous 42 rescapés. Et jusque-là, c'est 7 corps qui ont été repêchés dans l'eau qui sont déjà enterrés. Donc, il faut encore chercher une centaine de personnes dans l'eau. Ce qui vraiment cause le travail un peu difficile parce que là, il ne faut pas beaucoup de moyens, surtout sur le plan logistique. Mais en ce qui concerne la nourriture et autre chose pour les rescapés,
beaucoup étalé avec les médicaments, les fibres et les non-fibres. Voilà un peu comment se place la situation. Reprise du travail à la SNCC Likasi dans la province du Katanga. Les agents de cette société avaient observé un arrêt de travail suite à un conflit entre un délégué et ses responsables. Selon le président ad interim de la délégation syndicale de la SNCC au Katanga, Jean-Marie Mbayo, quelques agents ont repris du service après des négociations avec la hiérarchie, mais d'autres exigent le paiement de leur salaire. Il y a eu un arrêt de travail qui était consécutif à un conflit entre un délégué et sa hiérarchie. Ce dernier a été convoqué à la police de chemin de fer. Alors, au lieu de se rendre, il a souhaité rassembler les agents et leur demander d'arrêter le travail et de partir. Ce qui a été fait. Aussitôt que la direction générale a été saisie, on a dépêché une délégation qui est partie sur place pour s'enquérir de la situation. Il y a eu d'abord une concertation entre la délégation venue de Lubumbashi et la délégation syndicale locale de Likasi. Après échange, on s'est convenu qu'il fallait demander aux agents de reprendre le travail. Il y a eu un peu de terrorisation, ils ont décidé de reprendre. Mais comme vous savez, lorsque les agents arrêtent pour reprendre, il y a toujours des exigences, il y a des petites revendications. Alors ils ont exigé afin qu'on puisse les payer. L'effort a été fourni. Les fiches de paye pour le mois de janvier ont été imprimées, envoyées à Likasi. Et les dommages pour payer sont en cours. Et d'ici le début de la semaine, j'espère qu'ils seront payés. Des propos recueillis par Cynthia Lusamba. Inauguration ce samedi du nouveau campus de l'Université catholique du Congo, campus situé à Mongafula, en face de la Cité verte. Déjà 3 facultés vont recevoir les étudiants à partir du 28 février prochain. Il s'agit de la philosophie, théologie et la communication sociale. D'après le recteur de l'UCC, cette université répond aux normes internationales. Abbé Jean-Bosco Matande. Cette œuvre en construction parle d'elle-même. Elle indique la volonté de l'Église catholique d'être au service de la nation, de former de bons patriotes compétents en divers domaines et consciencieux. Elle indique la détermination des pasteurs de notre Église à participer à la construction du pays en investissant de façon particulière dans le relèvement de l'homme par une formation d'excellence. Nous souhaitons de tous nos voeux, avec l'application de la loi cadre sur l'enseignement national, promulguée par le président de la République le 11 février 2014, les établissements d'enseignement privés et agréés, dont tout le monde reconnaît la qualité, le sérieux et la performance, comme notre cher UCC, obtiendront le soutien de l'État pour une meilleure réalisation de leurs services, d'autant plus que les jeunes qui sont formés ici et très bien formés en ces établissements sont des citoyens congolais, l'avenir de la nation, le futur promoteur de sa croissance. Rien n'a pu faire fléchir la détermination de nos pères les évêques. Sans le soutien effectif de la Conférence épiscopale nationale du Congo, à travers le comité permanent des évêques et l'apport du secrétariat général de cette instance, nous n'aurions pu réaliser l'ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui. Notez que l'inauguration a eu lieu en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Smartphone Alcatel Pop D3, c'est le nouveau produit que Tigo a mis à la disposition de ses abonnés. Ce téléphone à 2 SIM est vendu à 80 000 francs congolais. Ce produit a été présenté au public lors d'une cérémonie organisée à l'Université protestante au Congo. Pour le responsable des terminaux à Tigo, la stratégie de ces réseaux de télécommunications est centrée cette année sur les jeunes. Détail Béro Matanda. C'est à travers une conférence explicative de ce nouveau produit signé Tigo que les étudiants de l'UPC ont pris connaissance de ses avantages. À cette occasion, Tigo a
organisé un jeu tombola de tirage au sort sanctionné par un cadeau Tigo à l'intention des étudiants ayant acheté une SIM Tigo sur le champ. Cet exercice a permis à Deborah Moupindi, étudiante en G1 droit, de gagner une bourse d'études. Vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire, j'ai de la joie. Donc c'est grâce à Tigo que j'ai gagné le frais académique. Je ne sais pas quoi dire à mon père. Papa connaît que non, je suis venue pour étudier et à la fin, je vais dire au papa, je réussis, je ne sais pas. Tigo, je vous aime beaucoup, c'est vraiment merveilleux, c'est réel. Donc Tigo, je ne sais pas quoi dire. Pour le directeur de services académiques à l'UPC, ce téléphone va permettre aux étudiants d'effectuer des recherches scientifiques. Robert Quimby. Tigo est venu présenter une nouvelle campagne de sensibilisation. Ils ont parlé de smartphonisation, c'est-à-dire un téléphone qui a une grande capacité de haute qualité. Mais là, ce qui est très important, c'est qu'ils apportent des cadeaux aux étudiants en dehors de ces téléphones qui peut permettre aux étudiants d'entrer sur Internet pour les recherches. Ce qui est très important, parmi les cadeaux, il y a l'e-books pour un étudiant de l'IPC. Mais ce qui est très important, c'est que les étudiants qui pourront acheter ces téléphones à un prix réduit à 80 000 francs congolais pourront utiliser cela pour les recherches. Sur le plan académique, c'est très important. Du côté de Tigo, on affirme qu'avec ce téléphone, le développement peut se faire à un prix abordable. Eric Achila est responsable des terminaux à Tigo. Avec cette promotion, le client a droit à un téléphone qui revient à 80 000 francs. Et le téléphone est double SIM. Il est vendu avec un paquet de 30 minutes Tigo, 150 SMS et 150 MB par mois pendant 6 mois. Mon exposé était centré sur le concept de smartphonisation. Nous voulons vraiment parler aux jeunes. Notre stratégie cette année est plus centrée sur les jeunes. Nous voulons leur montrer comment Tigo est plus près d'eux, a toujours été plus près d'eux. Nous voulons leur montrer comment il faudrait se développer à un prix abordable. Ce produit est le fruit de collaboration entre Tigo et Alcatel. 88.4 L'invité. Où est passé le député national Francis Kalombo? On parle de lui depuis quelque temps à Kinshasa. C'est lui l'invité de la rédaction. Il annonce qu'il rentre bientôt au pays et réaffirme qu'il est toujours membre de la majorité présidentielle. Francis Kalombo répond aux questions d'Éric Ambago. Francis Kalombo, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez fui à Paris? Écoutez, je suis à Paris pour des raisons de santé. Vous devez sans le savoir, c'est que j'avais vraiment un sérieux problème. J'ai subi une opération, une deuxième, et là je viens de subir une troisième opération. Donc c'est uniquement pour des raisons de santé que je suis à Paris. Mais aussi, ici on dit clairement que vous avez quitté Kinshasa parce que vous êtes soupçonné d'avoir amplifié les marches à Kinshasa en distribuant de l'argent aux différentes universités. Mais pas du tout, c'est complètement absurde. Vous savez, ceux qui me connaissent le savent. Et puis un tel montant, je le toucherai et je donnerai à qui? Les organisateurs de la manifestation sont connus, ils ont distribué des tracts et ce sont des partis de l'opposition dont je ne fais pas partie. Et je tiens à le souligner. Je n'ai pas fui mon pays et je tiens à vous signaler que je suis ici pour des raisons de santé. Il y a tous les documents et j'ai été opéré et j'ai reçu une autorisation de sortie signée par le président de l'Assemblée nationale en date du 12 janvier et que c'est valable jusqu'au 14. Alors, pour ne pas trop polémiquer, que je puisse être au pays pour ne pas anticiper quant à revenir plus tard pour continuer mes soins. On a remarqué clairement que vos positions épousaient celle de l'opposition congolaise. Écoutez, comment je peux rejoindre la proposition de l'opposition? Et il faut retenir une chose, M. Ambago. L'opposition n'a pas le monopole de l'appréhension des déshydratats de la population. Nous tous, nous sommes avec la population et ils n'ont pas ce monopole. Nous avons ici une loi venant du gouvernement et chaque député pouvait l'amender et dire ce qu'il pense être bon. C'est ça notre job. C'est pour ça que nous sommes élus et nous avons l'humilité parlementaire quant à ce. Voilà pourquoi je n'étais pas le seul de la majorité à l'avoir fait. Je pense que le secrétaire général adjoint de la majorité a abondé aussi dans le même sens et tant d'autres collègues aussi députés de la majorité. Donc, c'est faux de croire que lorsque il y a une question qui concorde avec celui de l'opposition, penser que l'opposition a le monopole de pouvoir dire non. Nous avons fait ça et je l'ai fait en avec conscience aux yeux aussi de tout le monde, de tout le monde et de ma famille politique. Donc je n'ai pas besoin de dire que voilà, j'ai rejoint l'opposition.
Non, je suis membre d'un parti politique de la majorité. Nous pouvons avoir des divergences. Il y a un débat et les débats s'ouvrent. D'ailleurs, c'est la preuve que nous sommes des démocrates et ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez penser. Ici à Kinshasa, vos pères du PPRD vous ont vilipendé après votre exclusion comme président de la Ligue des gens du PPRD. Bah, écoutez, j'ai suivi aussi, puisqu'en ce moment-là, où ça a commencé, j'étais encore à Kinshasa. Mais mon rôle aujourd'hui, je suis un homme politique, c'est de ne pas les répondre. Mais néanmoins, je garde ma tête sur mes deux épaules. J'ai dit que je n'ai pas besoin de répondre à tout ça. Ils ont insinué des choses qui ne sont pas vraies. Et voilà pourquoi je rentrerai au pays, je clarifierai toutes ces choses-là, et je pense qu'en âme et conscience, je ne peux jamais trahir mon pays. Moi, je suis Joséphite de la première heure. J'ai fait confiance et je pense que je suis avec Joseph Kabila avant 2001, avant qu'il ne devienne président de la République. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas les gens qui sont venus à 17h, à qui d'abord nous ont vilipendés, nous ont mené la vie dure, à qui nous avons ouvert nos portes, qui peuvent aujourd'hui venir apparaître comme des donneurs de leçons. Vos déclarations par rapport notamment au projet de loi montraient clairement que vous étiez opposé à l'autonomie politique. Ben écoutez, je vous ai dit que je ne peux jamais les trahir. Je suis Joséphite de la première heure. Et je continuerai. Et je pense que je n'ai pas de complexe à avoir. Tout le monde le sait. Moi, je n'ai jamais demandé qu'on ne puisse pas modifier la loi électorale. Voilà, une fois de plus, les gens se trompent. J'ai demandé qu'on puisse élaguer le paragraphe 3 de l'article 8. Point barre. J'ai trouvé que ce n'était pas sa place là. C'est tout ce que j'ai dit et je l'ai soutenu. Vous savez, le problème du parti, comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère ne pas en parler en étant à l'extérieur. Je rentre, puisque j'ai une autorisation jusqu'au 14, comme je vous l'ai dit, j'irai voir les instances du parti à qui je peux rendre compte. Il ne faut pas oublier, M. Ambago, le PPRD, c'est le fruit de mes entrailles. Je suis membre fondateur, membre du bureau politique, membre du conseil national, membre du comité exécutif et président de la Ligue de jeunes. Mais vous êtes sorti un peu en cachette, vous êtes passé par des ambassades et puis vous avez attiré en Ouganda avant d'arriver à Paris. Ben écoutez, je n'ai jamais été en Ouganda. Je pense que la dernière fois que moi j'ai été en Ouganda, à Entebbe, c'était lorsque nous sommes allés pour la pacification de l'Ituri avec la délégation gouvernementale. Nous sommes passés par l'Ouganda pour aller à Boudia. Point barre. Et je n'ai jamais été à la MONUSCO, et je tiens à le souligner, ni à l'ambassade de France, ni à l'ambassade des États-Unis, tel que cela a été insinué. Je suis sorti avec une autorisation, donc je ne suis pas sorti en catimini, ni tel que vous êtes en train de vouloir les insinuer. Je suis maintenant en convalescence, j'ai continué d'ailleurs à souffrir, et d'ailleurs, pour votre information, le médecin m'a même déconseillé de pouvoir voyager, rentrer, de prendre l'avion. Mais je le ferai quand même. Vous rentrez à Kinshasa, à l'aéroport de Djili? Écoutez, je rentrerai par l'aéroport de Djili. Quoi de problème? Quoi de mal? Au jour d'aujourd'hui, je pense que... Mais attends, est-ce qu'il y a un mandat contre moi? Est-ce qu'il y a quelque chose contre moi? Qu'ai-je fait pour commencer à vivre en catimini? Pas du tout. Je crois que d'abord, je suis un élu. C'est que vous oubliez, si on parle pour le problème de l'amendement, je suis immunisé par rapport à tout ce que je fais par rapport à la loi. Il ne faudrait pas oublier cela. Et les autres histoires là, ce sont des fantaisies. Ça ne sert absolument à rien. Il ne faut pas m'imputer des choses que vous savez, monsieur Ambago. Vous me connaissez, les gens me connaissent au Congo. Donc, je ne sais pas qui a envoyé ces millions. J'ai suivi des gens parler, même à la télévision, de 2 millions 500 000 qui seraient arrivés et qu'on aurait distribué aux gens. Non, je ne connais pas. Je n'ai touché aucun rond des personnes et je n'ai donné aucun rond à personne. Et j'ai moi des alibis solides en béton pour prouver. Et j'aimerais voir ceux-là qui vont témoigner ou qui viendront dire que je leur ai remis l'argent. Et je suis en convalescence et les médecins m'ont même déconseillé de pouvoir partir. Mais je serai obligé de le faire parce que plus ça traîne, plus les gens vont continuer à dire des choses qui ne cadrent pas avec la réalité. Et vous rentrez quand? Très bientôt. D'ici là, je crois que je rentre. J'ai une autorisation jusqu'au 14. Francis Calombo, merci. Merci. 88. Bolandi, Ale Munoko. Combattant Bolandi, Likamba Mabele Congo, Ale Munoko. Tuzane Maïli.